Merci beaucoup. Merci pour votre introduction sur ce syndrome. Je pensais passer après professeur Mikou, qui aurait d'abord parlé des manifestations gynécologiques du syndrome des OPK, et il m'aurait beaucoup facilité le terrain parce qu'il aurait déjà donné beaucoup de généralités sur ce sujet. Mais je vais enchaîner avec plaisir. Donc, en tant que dermatologue, on m'a demandé de parler des manifestations dermatologiques du syndrome des OPK. Je vais dire un mot des critères revisités, donc de la définition de ce syndrome. On en parle quand il y a 2 critères parmi les 3 suivants: une oligo-ovulation, moins de 8 menstruations en 12 mois, ou bien une anovulation, des signes cliniques et ou biologiques d'hyperandrogénie, on va y revenir, et sur le plan échographique, morphologique, la présence d'ovaires polykystiques qui ont une définition très précise, plus de 12 follicules dans chaque ovaire et ou un volume ovarien de plus de 10 ml par échographie. Donc, pourquoi parler du syndrome des OPK? Effectivement, parce que c'est un problème d'une grande ampleur. On sait aujourd'hui qu'une femme sur 10 présente un syndrome des OPK. Et que donc c'est une pathologie qui va pouvoir être vue par l'ensemble des praticiens de manière extrêmement fréquente, et je dirais même qu'il y a de plus en plus d'ampleur. Si je parle uniquement de l'impact sur la fertilité, et M. Mikou va en parler en long et en large, je dirais que également le syndrome des OPK a un impact sur la qualité de vie en ce qui concerne les signes cutanés. Et il ne faudra pas négliger ces petits signes comme l'acné, la chute de cheveux, parce qu'ils auront effectivement un retentissement sur la qualité de vie de ces patientes en termes de confiance en soi, en termes de santé mentale, pouvant conduire même à des dépressions. Vous savez qu'il s'agit d'un syndrome qui va entraîner, qui va être dû à un dysfonctionnement des ovaires, sous-tendu par une hyperandrogénie et une résistance à l'insuline. Et ce schéma rapporte la liaison extrêmement importante qu'il y aura entre l'augmentation de ces androgènes par le biais d'une synthèse primitive au niveau des tecs ovariennes, mais également par un hyperinsulinisme, ces 2 procédés étant liés. Donc, il s'agit d'une nébuleuse, en fait, avec beaucoup de signes. L'infertilité, les troubles des règles, la stérilité, le syndrome métabolique, diabète, dyslipidémie, le surpoids, également les signes mentaux, mais aussi les signes cutanés. Et la première, et ceci explique que, puisqu'il s'agit d'un syndrome, on peut faire le diagnostic du syndrome des OPK à travers une multitude de signes, donc des présentations cliniques chez le médecin généraliste, chez le gynécologue, chez le dermatologue, l'endocrinien, voire le chirurgien plasticien. Donc c'est vraiment une grande nébuleuse avec beaucoup de signes. Quand on reçoit une patiente suspecte d'un syndrome des OPK, la première question est de lui demander est-ce qu'elle a des troubles du cycle. Et vous savez que c'est très fréquent, 65 à 72%, à type d'oligoménorrhée ou d'aménorrhée. Et vous savez qu'aujourd'hui, nos patientes, qui sont toutes connectées sur leur smartphone, elles ont des applications. Et voici l'une de mes patientes qui me montre ce schéma où je vois bien que son cycle est au-delà de 35 jours, donc un cycle long. Ne pas oublier que nous avons également des OPK normocycliques qui ont un meilleur statut. Alors, pourquoi parler des signes cutanés dans le syndrome des OPK? Premièrement, parce que c'est des motifs de consultation extrêmement fréquents. On va voir lesquels. Et en tant que médecin, en tant que dermatologue, la demande est souvent cosmétique pour des cheveux, pour une acné. Et il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un contexte médical sous-tendu par des problèmes hormonaux. Et que donc il faudra toujours remettre cette demande cosmétique dans un contexte médical élargi pour proposer des soins, pas seulement cosmétiques, mais également médicaux. Il faudra bien entendu, après interrogatoire et examen clinique, demander un bilan hormonal, probablement M. Mikou y reviendra, et demander une échographie dont vous savez qu'il s'agit d'un examen qui est simple à faire, mais qui est parfois difficile à interpréter. Souvent, nos collègues radiologues nous parlent uniquement de follicules, alors qu'il y a une définition très précise. Concernant les signes cutanés, je vous livre ici 4 études cliniques qui montrent que dans le syndrome des OPK, les 3 signes cutanés qui reviennent sont l'hirsutisme, l'acné et l'alopécie androgénétique. L'hirsutisme prenant une place de 78%, l'acné 48% et l'alopécie androgénétique de type féminine 31%. Comme on l'a expliqué, le syndrome des OPK est sous-tendu par l'hyperandrogénie.
Or, les androgènes ont un impact direct sur le follicule pilosébacé. En termes de glandes sébacées, il y aura une hypersécrétion. En termes de poils, il y aura dans les poils de la peau une augmentation des poils, dans les poils du cuir chevelu, une diminution. Le premier signe, c'est l'hirsutisme, qui va être défini par la présence de poils chez la femme dans des zones où ils ne doivent pas exister, comme cette affiche de femme à barbe qui date du 19e siècle. L'hirsutisme existe dans 78 à 90% des OPK versus 5 à 10% chez des femmes qui ne sont pas OPK. Donc c'est un signe extrêmement fréquent. Dans le monde arabe, l'OPK est la cause de l'hirsutisme dans 91% aux Émirats arabes unis, 82% en Arabie saoudite et 72,6% au Liban. Cet hirsutisme va se présenter par la présence de poils là où il n'en existe pas chez la femme, la barbe, le menton. Il peut être minime, un peu gênant. Il peut être très important, gâchant la vie de ces femmes. Et c'est pour ça qu'il y a cette demande cosmétique extrêmement importante. Les aspects peuvent être encore plus importants, obligeant parfois ces femmes à se raser quotidiennement, entraînant des folliculites avec des pustules et entraînant secondairement de la pigmentation, qui est également extrêmement gênante sur nos phototypes foncés. L'hirsutisme peut siéger au niveau des pattes, au niveau mandibulaire, discret ou de manière beaucoup plus abondante. Il va siéger également sur la ligne blanche, avec plus ou moins de sévérité, et siéger également en péri-mamelonaire. Il y a des scores pour attester de la gravité de cet hirsutisme selon les localisations et selon l'intensité des poils. Donc l'hirsutisme est le signe cutané le plus corrélé au syndrome des OPK. Dans l'étude de Feng qui a comparé 186 femmes ayant des OPK versus 113 femmes sans OPK, il a été démontré que l'hirsutisme est corrélé à un taux très élevé de testostérone, de sulfate de hydroandrostérone et d'androgène libre. Et il y a de même une forte corrélation entre l'hirsutisme et le syndrome métabolique, on y reviendra. À côté de l'hirsutisme, l'acné est le deuxième signe le plus fréquent. Vous me direz que l'acné c'est banal. Vous recevez tous des patients ayant des acnés. Donc, quel va être ce type d'acné qui va vous faire penser au syndrome des OPK? Tout d'abord, ce sera une acné qui surviendra chez la femme âgée, au-delà de 25 ans. À côté de l'acné presque physiologique de l'adolescence, vous avez des acnés qui peuvent soit se déclencher à l'âge tardif, soit se pérenniser, devenir permanentes jusqu'à 25 ans, 30 ans. Et c'est là qu'il faudra penser au syndrome des OPK. De même, ce sont des acnés qui sont inflammatoires, beaucoup plus que comédoniennes, avec des papules, des pustules, et qui vont siéger, non pas au niveau du front, mais au niveau des mandibules et du cou, comme vous le voyez chez cette patiente. Là encore, un autre exemple. Un exemple ici au niveau du cou, et cette acné peut être extensive au niveau du dos, au niveau du torse. Donc, pour récapituler, une acné qui doit vous faire penser au syndrome des OPK, c'est chez la femme adulte, au-delà de 25 ans. C'est une acné inflammatoire, plus que comédonienne. Elle est plus mandibulaire qu'au niveau du front et elle touche le cou. Et là encore, dans l'étude de Feng, cette acné hormonale de la femme adulte est corrélée à un taux très élevé d'androgène libre et à un indice de masse corporelle élevé. Dernière caractéristique, c'est une acné qui est rebelle au traitement usuel, au traitement topique, au cycline, à l'isotrétinoïne péros. Troisième signe, la chute de cheveux très particulière qui est l'alopécie androgénétique de type féminin, caractérisée par cet élargissement de la raie au niveau du vertex. Ce sont des femmes qui se présentent pour une chute de cheveux. Les chutes de cheveux, c'est un monde, c'est beaucoup de causes. Lorsqu'on l'examine, on voit qu'il y a un élargissement de la raie au niveau du vertex, cet élargissement pouvant être de plus en plus sévère, aboutissant à un dégarnissement complet au niveau du vertex, comme dans la dernière diapositive, induisant une classification, la classification de Ludwig, qui nous permet de faire un score de ces femmes. Alors, l'alopécie androgénétique est moins associée aux signes d'hyperandrogénie, moins forte que l'hirsutisme et l'acné. L'hyperséborrhée est également un signe du syndrome des OPK, avec cette peau luisante, associée ici à de l'acné. Cette séborrhée, parfois vous avez des patientes qui viennent spécifiquement consulter pour un aspect gras de leur visage uniquement. Enfin, l'acanthosis nigricans, qui est un signe également très fréquent dans le syndrome des OPK. Ici, il s'agira sur le plan clinique de plaques pigmentées,
plus ou moins brunes, siégeant au niveau des plis, comme ces deux malades au niveau du cou. Et l'acanthosis nigricans sera cette fois-ci corrélé plutôt à un hyperinsulinisme plutôt qu'à une hyperandrogénie. Il sera également un facteur de risque d'une intolérance au glucose dans 42% des cas. Cette acanthosis nigricans peut revêtir des formes plus sévères avec cet aspect brun sale et vous comprenez que ça gâche la vie de ces jeunes filles qui viennent avec cet aspect au niveau de leur cou, associé souvent à ces petits fibrants pendulums qu'on appelle aussi des acrocordons, qui sont aussi liés à un hyperinsulinisme. Cela peut siéger également au niveau des plis axillaires, ici un cas moins sévère, mais aussi avec un acrocordon. Et là, cet aspect velouté, important, et je me rappelle très bien de cette femme qui est venue consulter une semaine avant son mariage, avec une demande esthétique très forte. Donc vous voyez que c'est véritablement l'impact sur la qualité de vie de ces malades. Une autre photo qui ne passe pas bien, mais ce n'est pas grave, et une photo qui vous montre encore un aspect encore plus prononcé avec l'acrocordon. On sait que les acrocordons et l'acanthosis nigricans sont liés à l'hyperinsulinisme. Enfin, les vergetures sont également très fréquentes dans ce syndrome. Il y a également le syndrome métabolique, je ne vais pas insister puisque ma collègue va beaucoup en parler. L'obésité est retrouvée dans 24 à 37% des cas des OPK avec un surpoids, un indice de masse corporelle élevé associé à un diabète de type 2, une dyslipidémie, un syndrome métabolique dans 10% des cas induisant des facteurs vasculaires. En voici un autre signe. Il peut y avoir des diagnostics différentiels. Quand on est par exemple en présence d'une acné, d'une alopécie androgénétique, il faudra rechercher par exemple une hyperprolactinémie, des maladies thyroïdiennes ou autres. Donc, il faudra y penser. Donc, une fois qu'on a vu ce syndrome, qu'on l'a caractérisé, qu'on a fait le bilan hormonal, comment faut-il prendre en charge ces patientes? C'est un syndrome chronique. C'est une maladie qui va durer dans le temps, qui va faire appel à différentes spécialités. Et donc, ces patientes demandent d'abord une écoute, un suivi et donc un support psychologique. Et c'est là où on peut tous intervenir. Il faut vraiment être à l'écoute, prendre la main de ces patientes et les accompagner tout au long de cette durée qui est en fait extrêmement importante. La première des choses, d'une prise en charge globale du syndrome des OPK, c'est une hygiène de vie. Vous verrez qu'on n'aura peut-être pas beaucoup de molécules à notre disposition, mais c'est une prise en charge globale qui va commencer par une alimentation équilibrée. Souvent, ces personnes sont obèses, comme je l'ai montré. Il va falloir leur demander un rééquilibrage alimentaire très important. La pratique d'une activité physique régulière et, si possible, la diminution du stress. Dans le sens de l'environnement, et je suis un peu passée un peu trop vite tout à l'heure, on sait aujourd'hui qu'il y a des produits toxiques qui peuvent interférer directement avec les ovaires. On parle par exemple des matières contenues dans les bouteilles plastiques. On parle par exemple des matériaux qui sont utilisés pour remplir les implants dentaires. Et donc aujourd'hui, on sait que de plus en plus, dans l'environnement, il peut y avoir des substances qui vont engendrer un syndrome des ovaires polykystiques. Là, c'est plus difficile à prendre en charge. Et enfin, on arrivera aux soins médicaux, ainsi qu'aux soins cosmétiques. Et enfin, des conseils en termes de direction ou de rediriger ces malades vers un psychiatre, vers un gynécologue en cas de fertilité. Donc vous voyez que c'est une pyramide, grande prise en charge globale qui va devenir de plus en plus spécifique. Concernant l'approche non pharmacologique, et j'insiste parce que c'est vraiment la pierre angulaire de la prise en charge, la perte de poids, l'exercice, le rééquilibrage alimentaire, et ça on peut le faire à tous nos niveaux de pratique. En ce qui concerne les traitements médicaux, nous avons à nos dispositions les pilules œstroprogestatifs qui vont combattre l'excès d'androgènes, des anti-androgènes, des inducteurs de l'insuline comme la metformine ou des inducteurs de l'ovulation. Et plus récemment, on a pu montrer que l'ajout de statine permettait de diminuer des androgènes et également l'utilisation de bloc-glitazone. Comme vous le savez, plus récemment dans les diabètes, il est possible de les utiliser, mais c'est vraiment des molécules prometteuses dont on n'a pas encore tous les bénéfices et surtout tous les risques. En termes d'acné, on peut utiliser des pilules œstroprogestatives, on peut également avoir des procédures chimiques et on peut donner, et nos amis gynécologues le font beaucoup avec nous, du myo-inositol topique dont on a pu montrer qu'il avait peut-être des accès,
des effets bénéfiques sur la fertilité, un peu moins sur l'acné. Étant donné que les signes sont souvent liés, hirsutisme et acné, on a de rares études contrôlées qui permettent de nous dire qu'on peut utiliser soit une suppression de ces antigènes, une suppression de la synthèse de ces androgènes en donnant des estrogènes, en donnant des progestatifs, mais l'effet est modeste. Par contre, ce qu'on peut utiliser, c'est des bloqueurs, des récepteurs, des androgènes, et notamment la spironolactone. Et je voudrais vous montrer quelques études dans l'acné où on a utilisé la spironolactone, qui est l'aldactone, que vous utilisez par ailleurs pour son effet diurétique, mais on peut l'utiliser dans l'acné lié à l'OPK, avec des doses qui étaient initialement assez élevées, de 200 mg par jour, avec une excellente amélioration et une amélioration jugée bonne dans 47% des cas. Elle peut également être utilisée dans l'hirsutisme, puisqu'elle va bloquer le récepteur à l'androgène, aux doses de 50 à 200 mg par jour. Ça a été bien documenté dans des méta-analyses et c'est très bien, c'est efficace et c'est bien supporté. Il y a quelques effets mineurs, doses dépendants, irrégularité menstruelle, fatigue, céphalée. Cela ne fait pas beaucoup diminuer le potassium et on demande de ne contrôler que le potassium que s'il s'agit d'une femme âgée ou qu'une femme qui a une maladie cardiaque ou rénale. En voici quelques exemples. Je vous ai dit que l'acné lié aux OPK est rebelle. Ni l'isotrétinoïne ni les cycnines ne peuvent juguler cette acné. Et ici, vous avez un exemple de spironolactone avec un très bon résultat au prix d'une durée qui est longue. Puisque ce syndrome est interne, métabolique, vous comprenez que le traitement peut être donné pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On peut aller jusqu'à 1 an et demi. Donc cette patiente est extrêmement satisfaite du traitement de son acné. De même, chez cette patiente qui présente une acné et un hirsutisme, la spironolactone a été efficace au bout de quelques mois sur ces deux signes, aidée bien entendu par des mesures cosmétiques comme le laser épilatoire. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces patientes viennent pour un laser épilatoire. Et c'est à nous, médecins, de rectifier le tir, de dire que c'est une véritable maladie et qu'il faut une prise en charge pharmacologique aux côtés de la demande esthétique. En voici d'autres exemples. Le laser est efficace, mais bien entendu, il faut donner également des anti-androgènes. Donc, de bons résultats. Et comme j'ai dit tout à l'heure, chez ces personnes qui se rasent, qui ont de la pigmentation, vous voyez quand même un excellent résultat cosmétique acceptable qui va grandement améliorer la qualité de vie de ces patientes. En ce qui concerne l'alopécie androgénétique, vous le savez tous, le minoxidil est le chef de file de l'alopécie androgénétique, aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est approuvé par la FDA. Il y a une augmentation significative des cheveux, une excellente réponse entre 3 et 6 mois, pour peu que la durée soit longue. Et vous savez que beaucoup de femmes ne veulent pas commencer le minoxidil parce qu'elles disent « quand je l'arrête, mes cheveux vont rechuter ». Effectivement, c'est long dans le temps. Et c'est ce qu'on doit leur expliquer, mais en dehors de cette molécule, il est très difficile de proposer autre chose. La spironolactone agit également contre l'alopécie androgénétique féminine. Il y a peu d'études, mais cela existe. On peut aussi utiliser d'autres molécules qui sont des anti-alpha réductases. On peut utiliser toutes les procédures, micronidine, PRP. Elles ont une place limitée. C'est le traitement médical. Et vraiment, j'insiste pour dire que c'est une prise en charge médicale. On peut faire des greffes. Voici une de mes patientes qui a eu une greffe avec un effet cosmétique plus ou moins acceptable qu'on appelle cheveux de poupée. On peut utiliser également des techniques de coiffure, des camouflages. Voici un exemple. Minoxidil, 3 mois. Bon résultat. Il faut persévérer. Il faut dire à ces patientes qu'il faut continuer. Voici un exemple plus sévère d'alopécie androgénétique. Ici, j'ai mis à la fois de la spironolactone et du minoxidil avec un bon résultat. Enfin, je voudrais terminer par un cas clinique, une jeune femme de 24 ans qui a commencé à avoir de l'acné à 8 ans. Déjà, ce n'est pas banal, une acné à 8 ans, alors qu'une acné normale, c'est à la puberté, au niveau du visage, au niveau du dos et aussi des cuisses. Elle avait initialement des règles régulières, puis ces cycles sont devenus longs une fois qu'elle a pris du poids. Elle a vu beaucoup de médecins, beaucoup de dermatologues. Elle a eu de l'isotrétinoïne à 2 reprises, qui a été arrêtée car elle avait des idées suicidaires.
Et donc, elle consulte pour cette acné qui est absolument diffuse, inflammatoire. Elle a eu un passage par une pilule qui a engendré une prise de poids de 20 kg en moins de 6 mois. Elle a été vue par le gynécologue qui a bien entendu tout de suite pensé au syndrome des OPK, avec une échographie qui a répondu kyste ovarien, mais pas d'OPK. Donc, elle consulte pour son acné, son hirsutisme, son hyperpilosité. Elle a un poids de 103 kg pour 159 cm. Elle n'a aucune motivation pour maigrir, elle est stressée, elle est déprimée. Donc vous voyez que c'est un long parcours. C'est le parcours du combattant à la fois pour ses patientes, mais à la fois pour le médecin. Sur le plan clinique, elle a un hirsutisme très important, au niveau des cuisses également, de l'acné. Donc que faire? Il s'agit clairement d'une hyperandrogénie clinique. J'ai revérifié les OPK et cette fois-ci, l'échographie a confirmé le syndrome des OPK, associé aux autres signes. Faut-il faire un bilan hormonal? Oui, un bilan hormonal est indispensable. Vous savez que sur le plan socio-économique, des fois, on est obligé de s'en passer, mais il est préférable de faire ce bilan hormonal. Que lui proposer? De la spironolactone, je vous ai dit que ça a aidé beaucoup. Initialement, et c'est un cas qui date un peu, on donnait de fortes doses, 75 mg x 3. Aujourd'hui, 50 mg x 2 sont largement suffisants, avec une très bonne tolérance et une très bonne efficacité. Bien entendu, les conseils diététiques, la pratique d'un sport, l'accompagnement, l'écoute, le suivi, c'est très important. Et cette jeune fille, au bout de quelques mois, a une régression de son acné. C'est quand même un résultat difficile à atteindre. Ce n'est pas l'acné banale pour laquelle vous mettez autre chose et qui guérit relativement vite. C'est l'acné hormonal de la femme adulte qui a des OPK. C'est très difficile à prendre en charge. Moins dans le dos, un bon résultat sur l'hirsutisme. Et donc, elle est très contente, avec un bon résultat également sur l'hirsutisme, l'acné, et un bon amaigrissement. Donc, on accompagne ces malades. C'est plusieurs mois, c'est de l'écoute, c'est du support psychologique, et donc, c'est assez complexe. Je dirais donc, en conclusion, que les signes cutanés dans le syndrome des OPK peuvent être diagnostiques. C'est par les biais des signes cutanés que vous pouvez poser le diagnostic d'un syndrome des OPK. Et même si ces signes vous paraissent banals, une chute de cheveux, un peu de poils, pour ces femmes, c'est très important. Cela impacte la qualité de vie, avec parfois des retentissements relativement importants. Enfin, c'est un syndrome complexe, donc nous ne sommes pas les seuls à le prendre en charge. C'est une prise en charge multidisciplinaire en termes de fertilité, en termes de diététique, en termes endocriniens. Et donc, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire qui invite tout le monde à prendre en charge ces patientes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Benchiri.